Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 décembre 2021 pour le 260e rapport de situation sur le Donbass. Ça sera l'avant-dernier rapport de situation de cette année. Un rapport de situation principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisqu'on a été assez gâtés en matière de déclarations assez délirantes côté ukrainien, de provocations entre autres près du détroit de Kerch. Et je vais parler de l'évolution de la situation en Ukraine et G2 pendant ce temps-là à Kiev, histoire de bien vous faire rigoler. Avant de commencer ce site rep, je tiens à commenter une autre actualité qui ne concerne pas le Donbass, l'Ukraine ou la Russie, qui est donc la décision par une cour de Londres de ne pas empêcher l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis, ce qui est une décision absolument ignoble, cynique, totalement illégale. En plus, une décision qui a été rendue le jour des lanceurs d'alerte. Là, c'est quand même extraordinaire. Enfin, le choix de la date laisse quand même assez pantois. Donc bon, je sais que les avocats de Julian Assange vont faire appel de cette décision, et j'espère que la prochaine décision sera un peu plus juste. Mais bon, c'est quand même assez incroyable. En plus, une décision qui a été rendue 2 jours après qu'on ait eu le secrétaire d'État Blinken qui nous a assuré que les États-Unis sont pour la liberté de la presse partout dans le monde, parce que c'est les journalistes qui peuvent demander aux États de rendre des comptes. Ben, oui, effectivement. Vous avez une conception très fascinante des choses. Là, c'est l'hypocrisie et le cynisme à son paroxysme. Donc voilà quoi, c'est ce que j'en pense. Je suis pour la libération de Julian Assange et il faut que ça arrive rapidement parce qu'il est emprisonné dans des conditions absolument ignobles. Pour en revenir à la situation militaire dans le Donbass, du 4 au 10 décembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 10 reprises, durant lesquelles elle a tiré 116 munitions, dont 37 obus de mortier de 120 et 82 mm. On est à un petit peu moins que la semaine passée, mais pas des masses. Malheureusement, un soldat de la RPD est mort, un autre a été blessé hier alors qu'il désamorçait un engin explosif qui avait été largué la veille par un drone ukrainien, de nouveau un de ces octocoptères, là, comme celui qu'on a capturé l'autre fois. Cette fois, c'est dans le village de Troudovski, donc en périphérie de Donetsk. L'engin a été largué près d'un arrêt de bus. On a eu de la chance, il n'a pas explosé sur le coup, parce que sinon ça aurait fait des victimes civiles. On continue dans les attentats terroristes côté ukrainien. Donc très vite, la milice populaire a été avertie par les habitants. Ils ont coordonné tout le périmètre et ils ont envoyé 2 démineurs. Et malheureusement, la charge a explosé au moment où ils ont essayé de la désamorcer. Un des soldats est mort, l'autre a été grièvement blessé. J'espère qu'il va s'en sortir. Mais bon, on voit que même s'ils diminuent les bombardements, ils n'arrêtent pas niveau provocation et attentats terroristes. Bon, côté ukrainien, les pertes hors combat de cette semaine sont de 5 morts et 7 blessés. Et puisqu'on parle violation des accords de Minsk, on va parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en amener près de la ligne de front en violation des accords signés. Cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 48 pièces d'armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien, à savoir dans le détail 3 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 18 chars d'assaut T-64, un système de défense antiaérien Zouchka, 5 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 15 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 3 automitrailleuses type BRDM, un véhicule de transport de troupes amphibies type MTLB, un véhicule blindé et un système de brouillage Bukovel. Bon, pour cacher ça, l'armée ukrainienne a brouillé les signaux des drones de l'OSCE à plusieurs reprises, mais c'est assez léger comparé à ce qu'on a connu certaines semaines. Comme vous pouvez le voir, la carte n'est pas saturée cette fois-ci, mais enfin, même comme ça reste quelque chose d'interdit. Et bon, pendant que ça se calme un petit peu, au point de vue bombardement ces derniers jours, parce que je pense que l'Ukraine est un peu dans l'expectative, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ils nous ont fait tout un cinéma en mode propagande militaire complètement bipolaire. C'est-à-dire, ils ont oscillé entre des panégyriques de l'armée ukrainienne et puis des aveux d'impuissance face à l'armée russe. Un coup, ils te disent que l'armée ukrainienne peut briser tous les plans de l'ennemi et que c'est une des meilleures au monde. Alors que, bon, ils sont ni dans le top 3, ni dans le top 5, ni dans le top 10. Ils sont 25e. Et en grande partie grâce à 2 choses. Un, l'énorme stock d'armes datant de l'époque soviétique qu'ils ont encore.
Hein, et la deuxième, c'est entre autres la surévaluation de leur population et donc du nombre d'hommes mobilisables, hein, parce que ils sont encore sur les chiffres où ils sont plus de 40 millions hein, sur Global Firepower, donc alors que c'est pas du tout ça, hein, le dernier recensement électronique qui a été fait, ils sont 37 millions, hein, donc bon, on est loin du chiffre. Hein. Et puis bah le lendemain, hein, parce que je vous dis c'est en mode bipolaire, hein, c'est un jour t'en as un qui te fait des trucs, l'armée ukrainienne c'est la meilleure machin, le lendemain ils te disent que les drones de l'armée ukrainienne se font dézinguer massivement par nous, hein. Bon ils disent bien sûr que c'est par l'armée russe, hein, mais bon, c'est nous, qu'on tire au mortier sur l'endroit où se trouve l'opérateur dirigeant le drone si on arrive à le repérer, ce qui effectivement ça est vrai, hein. Il y a une vidéo qui a été publiée qui le montre, qu'on vise de manière super précise les postes de commandement de bataillon et les postes arrière, et que nos snipers hein, sont hors compète. Voilà, donc faudrait un peu savoir si tu veux. Hein, et le coup de grâce, ça a été quand même la déclaration de Reznikov, je rappelle, ministre de la Défense, qui a dit que si l'armée russe envahit l'Ukraine, ses pertes seront énormes. Juste gros lol, hein, parce que bon, non. Mais que, voilà, l'Europe devra s'attendre alors à 3 à 5 millions de réfugiés ukrainiens, parce qu'en fait, ça voudrait dire que l'armée russe va quand même réussir à envahir le pays. Donc, le mec, dans la même déclaration, il arrive à te la jouer bipolaire entre d'une phrase à l'autre, quoi. Waouh, ah, les mecs, c'est du grand n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'ils oscillent comme ça entre panégyrique et catastrophisme? Bon, le panégyrique, c'est à destination du public intérieur, hein, du public ukrainien, hein, faut faire croire qu'on a l'armée la plus invincible du monde. Le catastrophisme, ça, c'est pour demander plus de fric, hein, parce que comme je l'ai dit, ça rapporte bien à l'Ukraine, hein, plus ils chouignent, plus ils obtiennent de pognon, plus d'armes, hein, et puis même demander aux soldats de 3 des pays de l'OTAN de servir de bouclier humain dans le Donbass. Oui, ils ont osé, enfin... Reznikov, encore lui. Non mais c'est le spécialiste. Hein. Déjà à l'époque où il était dans la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral, il avait tendance à cumuler les déclarations complètement débiles. Mais là il continue en tant que ministre de la Défense. Mais le problème c'est que c'est un petit peu inquiétant parce que, bon, membre de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact, si tu veux, bon, le mec fait des déclarations cons, ça prête pas trop à conséquence. Quoique, mais enfin bon. Après, il pouvait toujours se dédire, etc. Mais là, il est ministre de la Défense, le mec, si tu veux. Il a pas très bien compris que là, faut qu'il apprenne un petit peu à fermer sa gueule 5 minutes, réfléchir et ensuite l'ouvrir. Voilà, c'est... Non, il a pas encore compris ça, il a pas encore compris. Là, il nous a fait un truc, c'est top moumoute. Il a demandé aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, alors d'envoyer plus d'instructeurs militaires, hein, parce qu'ils en envoient déjà pas mal, mais ils voulaient encore plus, mais qu'ils entraînent pas les soldats ukrainiens à Pétaouchnok, loin de la ligne de front. Non, non, il veut qu'ils s'installent à Mariupol, Kramatorsk ou Kharkov, hein, voilà, avec les drapeaux de leurs pays respectifs flottant sur les endroits où ils se trouveraient, pour que la Russie sache bien où ils sont. Bon, je vous épargne le suspense, les mecs sont pas chauds du tout. Hein, non, le rôle de bouclier humain, ça les tente pas, donc ils ont dit non. Hein, bon, le Canada l'a fait de manière officielle, publique, dans les médias, en disant que, bon, si on fait ça, la Russie pourrait très mal le prendre, et là, pour le coup, ça pourrait virer en escalade, bien comme il faut, avec déclenchement d'une guerre. Donc je dis, vous êtes gentils, mais on va éviter, hein, on va la jouer diplomatie. Les USA l'ont joué de manière un peu plus discrète, mais la réponse était la même. Donc face à ce refus, Reznikov a dit, alors, ah bah non, on n'a pas besoin de soldats américains, canadiens ou britanniques, envoyez-nous des armes. Des armes, voilà, on a besoin d'armes. Donc ils ont dit, bah, puisque les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, bah, vous avez qu'à nous filer les armes que vous destinez à l'armée afghane. Mais ça aussi, le Père Noël américain, il a dit niet. Non, il a dit que c'était hors de question de fournir à l'Ukraine, entre autres les hélicoptères Mi-7 qui étaient destinés à l'Afghanistan, pareil pour les systèmes de défense anti-aérien patriote, à la place, ils vont leur filer des manpads de type Stinger, bon, s'ils doivent affronter les avions de combat russes, ils sont mal partis avec ça, si tu veux. Bon, voilà, ils iront pas bien loin. Bon, en plus de mener à rien les propositions débiles de Reznikov font hurler
pas mal de gens, entre autres des politologues en Ukraine, entre ceux qui soulignent quand même que de foutre des drapeaux de ces 3 pays sur des installations militaires ukrainiennes, ça revient à confirmer que l'Ukraine n'est plus qu'une colonie de ces pays occidentaux. En plus, ça pourrait être pris par la Russie comme des bases de l'OTAN officieuses, ce qui en ferait des cibles de premier choix en cas d'attaque de la Russie, une attaque qui serait justifiée par le fait que ça reviendrait à avoir franchi les fameuses lignes rouges qu'avait dessinées Vladimir Poutine, je vous en avais parlé. Donc il y en a plein qui ont dit que non, là c'était vraiment le summum du débilisme. Non, on nommait ce mec comme ministre de la Défense, c'était vraiment un des pires trucs à faire, je sais pas qui a eu cette idée. Mais non, il faudrait mieux en changer. Et puisqu'on parle de ligne rouge, la Russie en a dessiné de nouvelles, entre autres via la déclaration de son chef d'état-major Valéry Gerasimov, qui a déclaré que toute provocation de l'Ukraine pour résoudre le conflit dans le Donbass par la force serait stoppée par la Russie. Histoire de bien rappeler que non, mais toutes vos pressions, vos conneries, vos machins, on s'en fout. Si vous touchez de manière importante, si vous faites un bain de sang dans le Donbass, on va intervenir. Voilà. Et peu importe, concernant Nord Stream 2, etc., je vous ai traduit une analyse qui explique pourquoi c'est pas si important. Même si l'Europe prenait des sanctions contre Nord Stream 2 et ne le mettait pas en service. Parce que Gazprom n'a avancé que la moitié du prix de construction du gazoduc, le reste ça a été les Européens, et que vu les prix du gaz cette année, les profits de Gazprom vont très certainement doubler pour 2021 par rapport à... Donc là, non, ils sont déjà remboursés, quoi, puisque largement plusieurs fois même, donc ils s'en foutent. Voilà. Les 5 milliards qu'ils ont lâchés pour Nord Stream 2, la construction de Nord Stream 2, là, ils s'apprêtent à se faire à peu près 80 milliards de bénéfices. C'est de l'argent de poche. Ils s'en foutent. Voilà. Donc, la Russie ne tiendra absolument pas compte de toute menace de sanctions contre ça. C'est-à-dire pour ça que les États-Unis ont abandonné dans leur budget de la défense les propositions de sanctions contre Nord Stream 2, parce qu'ils ont bien compris que ça changera que dalle. Voilà. Bon, alors pourquoi la Russie dessine de nouvelles lignes rouges via des déclarations comme celle de M. Gerasimov? C'est nécessaire parce qu'en fait, non seulement les autorités ukrainiennes s'entretiennent elles-mêmes dans leur illusion, mais en prime, il y a des journalistes, et je mets des gros guillemets, et des pseudo-experts de canapé. Je sais pas quelles sont les compétences de ces gens-là, ça m'intéresse. Entre autres David Axe de chez Forbes, qui nous a sorti une trilogie d'articles complètement délirante, où il entretient un bon paquet d'illusions des autorités ukrainiennes, entre autres les trucs que nous a sorti Reznikov sur le fait que la Russie aurait de lourdes pertes si elle devait affronter l'armée ukrainienne sur terre. Bon, là, non, faut arrêter. Donc, il nous a fait 3 articles, une vraie trilogie débile. Une première où il nous expliquait que les chars russes auront du mal à franchir les tranchées ukrainiennes parce que les soldats ukrainiens ont des javelines et autres missiles anti-chars tout neufs. Après, il nous en a fait un deuxième pour dire que même si la Russie a plus de chars que l'Ukraine, ça pourrait ne pas suffire. C'est du délire. Et le dernier, ça a été, il nous a expliqué pourquoi l'aviation russe ne pourrait pas participer, soi-disant, aux opérations. Je vous détaillerai pas tous les arguments que j'ai avancés dans l'article, je vous mets le lien dans le sommaire, vous irez regarder. Mais pour résumer, il part du principe que l'armée russe est toujours coincée sur la doctrine soviétique. L'URSS s'est effondrée il y a 30 ans. Il serait peut-être temps de réaliser que l'armée russe a modernisé, adapté sa doctrine, entre autres aux nouvelles armes, genre drones, systèmes de guerre électronique, missiles calibre, ce genre de petits trucs. Donc non, on n'est plus à l'époque des doctrines soviétiques. Il sort en plus des chiffres, je sais pas d'où ils sortent. Et pour le nombre de chars ukrainiens et pour le nombre de chars russes, les chiffres sont faux. C'est
c'est quand même extraordinaire. Donc il te raconte qu'il y aurait une différence de 300 chars entre la Russie et l'Ukraine. La différence, elle est de 1 pour 5. Non, on a 2400 chars côté ukrainien contre 13 000 côté russe. Je sais pas d'où ça sort. Pareil pour l'aviation, pour justifier que l'aviation n'interviendrait pas, il te sort les chiffres. Alors déjà, il te sort des chiffres non officiels, qui sortent de je sais pas où. Et il te prend donc les chiffres de l'opération contre la Géorgie, lorsque la Géorgie a attaqué l'Ossétie du Sud en 2008. Mais en 2008, c'était il y a 13 ans. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, la Russie, à l'époque, n'avait pas terminé la modernisation de son armée. Il y avait encore plein de défauts qui ont été corrigés par la suite. S'il avait voulu être honnête, il aurait dû prendre les chiffres de Syrie en termes d'avions abattus. Hein. Je parle pas des avions qui se crachent, je parle en matière d'avions abattus. Mais là, les chiffres sont beaucoup moindres, donc, et sur une période beaucoup plus longue, parce que ça fait des années quand même qu'elle dure l'intervention russe en Syrie, contrairement à la guerre de Géorgie qui a duré à peine quelques jours. Donc le ratio avions abattus par temps de guerre est pas du tout le même. Mais mais ça aurait démoli son petit laïus et son postulat de départ complètement foireux. Donc j'ai le regret d'annoncer à ce pseudo-expert de canapé que non, c'est pas les armements ukrainiens qui pourraient empêcher les avions russes d'intervenir, parce qu'ils auraient peur de se taper un scénario à la géorgienne bis. On n'est plus en 2008. L'armée russe n'est plus en 2008, c'est plus la même. Hein, l'armée russe a maintenant des systèmes de guerre électronique qui peuvent brouiller totalement les radars, foutre en l'air les systèmes de défense antiaérien, les rendre complètement aveugles, etc. Donc, non, je vous dis, ces gens-là sont dangereux, hein. Ils entretiennent toutes ces illusions des autorités ukrainiennes sur le fait qu'elles pourraient infliger de lourdes pertes à l'armée russe en cas d'attaque. C'est du délire pur, et le problème, c'est que ça encourage à continuer dans les provoques pour provoquer la guerre, parce que les mecs se disent qu'ils ont peut-être une chance de faire un maximum de morts de l'autre côté. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que c'est pour ça que Gerasimov a fait une petite piqûre de rappel. Je dis, la Russie peut même s'en bouger de son territoire, ce que je vous ai dit la dernière fois, hein, avec les Krasoukhas qui ont été détectés à proximité de la frontière avec le Donbass. La portée de ces engins est telle que la Russie n'a même pas besoin de faire rentrer son armée dans le Donbass pour rendre, entre autres, les drones turcs Bayraktar complètement inopérants, hein, parce que le Krasoucha a un champ d'action de 300 km, donc si tu veux, ça couvre tout le Donbass. Donc en fait les machins ils vont tomber à pic parce qu'ils vont perdre le signal avec leur opérateur et ils vont finir en morceaux de ferraille bon pour la casse. Et concernant en plus non seulement ces drones mais ces missiles Javelin, puisque ça y est, c'est officiel, l'armée ukrainienne a déployé les missiles Javelin dans le Donbass. Il y a eu des vidéos qui sont sorties, entre autres des reportages de journalistes et ukrainiens et américains. Donc ces missiles sont assez dangereux parce qu'en fait ils visent les chars par le dessus, c'est-à-dire là où le blindage est le plus fragile. Mais en fait, même ça, les Russes, ils ont trouvé une parade très simple. Je vais vous montrer quelques petites photos qui nous ont été fournies par Anna News, qui montrent qu'avec une simple structure en métal, ce qui est assez facile à faire, y compris par nos usines ici, puisque je rappelle qu'on fait de la métallurgie, hein, on produit de l'acier et on a quand même pas mal de spécialistes de travail du métal dans le Donbass. Ça va pas être très compliqué pour nous de créer ce genre de structure et de les installer sur nos propres chars pour les protéger. Donc, ouais, non. Je dis, je sais pas d'où sort l'expertise de ce mec. Mais je pense qu'il devrait changer de rubrique. Hein. Je pense qu'il devrait faire dans le people. Ça serait plus dans son domaine. Et puis, comme je le dis, le problème c'est que ça encourage l'Ukraine à continuer les provocations pour obtenir une réaction russe. Hein, donc ce genre de délit débile. Le but étant de provoquer une guerre. C'est pour ça d'ailleurs que l'Ukraine a mené une nouvelle provocation près du détroit de Kertch.
encore une, hein. Le 9 décembre, en pleine conversation téléphonique entre Biden et Zelensky, ce qui est assez intéressant comme timing. Alors cette fois, c'est le navire de commandement Donbass, oui, ils ont bien choisi en plus, hein, le navire, qui est parti du port de Mariupol, et s'est rapproché du détroit de Kerch, assez près, hein, il s'est quand même approché à 18 000 nautiques. Le FSB lui a dit oui mais attendez, oula, vous allez vers où là, si vous voulez franchir le détroit, normalement il faut nous demander à l'avance, il faut faire une demande de passage. Ah ben non, on n'a pas l'intention de passer, mais bon, le FSB a dit bah, dans ce cas là vous faites demi-tour quoi. Et les mecs ont continué, donc ils se sont approchés jusqu'à 18 000, et puis ensuite ils ont fait demi-tour et ils sont rentrés à leur base de départ. Toujours sans répondre aux injonctions des gardes-côtes russes. Donc ça déjà, c'est magnifique. Donc bon, vu le danger que ça représentait, vu qu'ils ne répondaient pas aux appels radio, la Russie a dû interrompre de nouveau le trafic dans le détroit de Kerch jusqu'à ce que la petite provocation de l'Ukraine soit terminée. On a eu quand même à peu près 80 navires qui ont été bloqués comme ça. Je vous montre une petite carte pour vous montrer jusqu'où il s'est approché. Donc le petit point jaune là qui est entouré en rouge, c'est l'endroit le plus proche où il s'est dirigé avant de faire demi-tour. Donc on comprend pas très bien. Alors est-ce que le but c'était juste de titiller sans vouloir réellement déclencher et donc juste de tester un petit peu la réaction russe, ou est-ce que simplement les marins à bord du navire se sont chiés dessus et n'ont pas voulu finir comme leurs collègues de la provocation de novembre 2018, je rappelle, 3 navires ukrainiens qui ont violé la frontière maritime russe en s'approchant de manière très dangereuse. Ils faisaient des manœuvres très très dangereuses près du détroit de Kerch alors qu'il y avait plein de gros navires qui étaient en attente. Résultat des courses, vu qu'ils répondaient pas au bout d'un moment, le FSB a tiré carrément. Ils ont tiré sur un des navires, ils en ont éperonné un autre. Il y a eu quand même quelques marins qui ont été blessés puis qui ont été arrêtés, hein, que l'Ukraine a récupéré lors de l'échange de prisonniers qu'ils ont fait avec la Russie il y a quelques temps. Donc est-ce que les marins à bord du Donbass c'était pas très chaud pour finir de la même façon, voire pire, à nourrir les poissons? Je sais pas. Les experts se contredisent les uns les autres, hein. Il y en a qui pensent donc que le but c'était de provoquer une réaction militaire russe, d'autres que le but c'était juste de tester à la fois la réaction russe et la réaction américaine, puisque comme je l'ai dit ça a eu lieu au moment où Biden et Zelensky se parlaient au téléphone. Certains pensent même que ce sont les Britanniques qui ont soufflé l'idée de ce plan débile aux autorités de Kiev, ce qui n'est pas impossible, hein, vu que, je rappelle, c'était en juin de cette année, hein, on a eu un navire britannique qui a lui aussi joué le mode provocation, hein, ils se sont approchés de la Crimée, ils sont rentrés un petit peu dans les eaux territoriales russes, donc ouais, tout est possible. Je suis pas dans leur cerveau et j'ai pas envie d'y être très sincèrement, parce que je pense que même eux ils comprennent pas ce qu'ils font. Enfin, je pense que là c'est un niveau de chaos indescriptible dans la tête de ces gens. J'ai pas envie d'y être très sincèrement. Autre chose qui montre que ce calme actuel n'est qu'apparent, c'est que on a un avion de reconnaissance américain qui vient de passer 4 fois le long de la ligne de front dans le Donbass aujourd'hui même, hein. Je vous montre la petite carte. Donc non, ils ont pas abandonné l'idée, hein. C'est juste que là pour l'instant ils sont en train de redessiner leur plan, si tu veux, parce que ils comptaient sur un peu plus de soutien de la part des Occidentaux et que ils s'aperçoivent que ils vont devoir y aller tout seuls. Et à part avec les drones Bayraktar et les Javelin, ils sont partis pour relancer la guerre avec leurs bites et leurs couteaux. Donc puisque les Américains ne leur donneront rien de sérieux. Donc ouais, je pense que là ils sont en train de se dire faut peut-être revoir un peu le plan là, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a un calme relatif pour l'instant. Mais de toute façon, vu les annonces qu'ils ont fait pour l'attaque de la Russie au mois de janvier, je pense que c'est au mois de janvier qu'ils vont se déchaîner. Voilà. Alors la semaine dernière, il y avait un de mes auditeurs, lecteurs, qui a demandé que je parle des Bayraktar en Ukraine, donc j'avais dit que je le ferais, donc je le fais. On va se plonger un petit peu sur ce sujet. Alors c'est un sujet important puisque des informations récentes indiquent que l'Ukraine a déjà acheté plus de Bayraktar que ce qui était annoncé officiellement. Alors on aurait déjà au moins une dizaine. Il prévoit d'en acheter encore au moins une vingtaine. Ouais.
dont certains qui seraient achetés l'an prochain, donc en 2022. Alors ce qui a été précisé, c'est que ça serait des Bayraktar avec des moteurs ukrainiens. Ce qui fait que Reznikov a dit que ça serait des Bayraktar ukrainiens et pas des Bayraktar turcs. C'est pas parce que vous avez un composant qui est ukrainien que ça change l'endroit où il est construit, hein, donc voilà. D'ailleurs, justement, puisqu'on parle de Bayraktar ukrainiens, donc Kiev a décidé d'installer une usine de production de drones Bayraktar sur son territoire, en accord avec la Turquie. Pourquoi ça intéresse la Turquie? Parce que les usines de production de ces drones tournent déjà au maximum de leur capacité, et que donc là, ils n'arrivent plus à suivre la demande. Donc la construction de l'usine, pour eux c'est super intéressant. La construction de l'usine devrait normalement commencer l'an prochain. Ils ont déjà acheté le terrain, donc ils ont en fait une filiale ukrainienne de la société turque Baykar qui fabrique les Bayraktar. Cette société a déjà acheté le terrain, donc ils ont déjà trouvé l'endroit où ils vont construire l'usine. Là ils sont en train de faire tous les papiers, licences, permis de construire, etc. Et donc ils prévoient que les fondations devraient être posées d'ici la fin de l'année prochaine. Voilà, donc ça vous donne un peu le timing. Donc là, ils ont annoncé que le lieu de construction avait été trouvé là, il y a quelques jours, le 4 décembre. Donc c'est vraiment récent. Ils vont aussi créer un centre d'entraînement et de maintenance des drones Bayraktar en Ukraine. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, les soldats ukrainiens devaient aller en Turquie pour se former. Et donc là, ça sera plus simple en fait, de les entraîner directement sur place. Donc ça devrait aller un peu plus vite pour ce centre-là. Mais donc, oui, l'Ukraine mise tout sur ces joujoux-là, puisque, comme les Américains ne leur donnent rien de sérieux, ils se tournent vers ceux qui veulent bien leur fournir quelque chose. Et puis là-dessus, la Turquie est pas regardante. Comme j'ai dit, c'est très joli sur le papier. Mais il suffit à la Russie d'installer des Kharsucha près de la frontière, et c'est terminé. Je veux dire, les Bayraktar ne peuvent plus voler sur la totalité du Donbass. Donc, c'est un peu débile de tout miser là-dessus. De mon point de vue, voilà. C'est pas une très très bonne idée. D'ailleurs, j'ai vu que sur Avia Pro, ils annonçaient que justement les drones turcs avaient des problèmes pour voler actuellement au-dessus du Donbass. Donc à rapprocher, information à confirmer, hein. Mais qui pourrait être logique, vu que comme je l'ai dit, on a détecté certains de ces systèmes de brouillage russes très près de la frontière, à 30 km à peine de la frontière avec le Donbass, et comme ils ont un rayon d'action assez important, comme j'ai dit, ça couvre toute la région. Donc ça n'aurait rien d'impossible ou d'improbable, mais information à confirmer. Ukraine toujours, les diplômes ne valent désormais plus rien, puisqu'un tribunal de Lvov a acquitté un professeur d'université, entre autres de l'Université nationale d'agriculture de Lvov, qui a rédigé en 2016 une thèse à la place de son étudiant en échange de 400 $. C'est intéressant. Il avait été condamné en première instance, et là il vient d'être relaxé en appel, la cour ayant estimé qu'il n'était pas illégal pour le professeur de rédiger la thèse de l'étudiant contre de l'argent. Vu que, c'est pas lui qui le notera lors de la soutenance de sa thèse, et que c'est pas lui qui fera la soutenance à sa place. C'est intéressant comme concept. Alors, il y en a beaucoup qui ont critiqué, bien entendu, en disant qu'en gros, ça revenait à légaliser l'achat de diplômes de manière détournée. Ce qui n'est pas faux. Je vous laisse imaginer si ça avait été fait avec une thèse en médecine ou en physique nucléaire. Ça devient n'importe quoi ce pays, donc méfiez-vous dans l'avenir des médecins ou autres qui viennent d'Ukraine, parce que leur diplôme ils l'ont peut-être obtenu contre un bac chiche. Voilà. Là c'est quand même un flippant, quand même, des trucs comme ça. Et comme je vous le disais, j'ai deux pendant ce temps-là à Kiev. Alors quand je vous dis que la propagande ukrainienne, entre autres sur le plan militaire, vire dans le grand n'importe quoi, voilà ce que nous raconte un reportage de la chaîne TSN, je vous mettrai le lien dans le sommaire. Alors ce reportage nous explique que les méchants et rusés occupants russes dans le Donbass profitent de la nuit pour changer subrepticement le drapeau qui flotte au-dessus de leur position, on enlève celui de la DNR ou de la LNR, et on met à la place le drapeau ukrainien. Et au petit matin, les soldats ukrainiens voient le drapeau ukrainien sur les positions d'en face,
Et donc ils sont pas très réveillés, ils comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel. Et donc ils grimpent hors de leur tranchée et là un sniper russe les descend. Voilà. Alors, là je vous ai fait le résumé, hein, c'est vraiment débile, hein. Tu regardes le truc. Il y a deux variantes, il y a deux options possibles. Soit on a vraiment des soldats supérieurement intelligents et rusés et il faut inclure cette tactique dans tous les manuels de sniper du monde. Soit les soldats ukrainiens sont profondément débiles et sont dignes de jouer les Allemands dans la version ukrainienne de la vidéo française humoristique, Le Passe-Temps. Je vais vous en passer un extrait. Dis donc Pierrot, tu sais pas quoi? Il paraît que tous les Allemands s'appellent Hans. Tu crois ça? Hans. Hans? Ouais. Hans. Hans! Oh! Hans! Ja! Ah les gars! Vive voir! Hans! Ja! Oh non, pas deux fois! Hé, les gars, comment vous faites? Ils s'appellent tous Hans! Ja! Non, parce que là, c'est vraiment de ce niveau-là, quand même. Hein. On est bien d'accord. Ça vole pas plus haut, quand même. Hein. Il y a des moments où je comprends pas comment ça se passe dans la tête des rédacteurs en chef des médias ukrainiens. C'est quoi le but? Nous présenter comme des super méchants? Mais vous faites passer vos soldats pour des débiles, quand même. Ça vous gêne pas? Non? Vous vous en rendez pas compte? Je sais pas comment ça se passe. Enfin, c'est absolument fascinant. Non, là, c'est vraiment... ouais. Et alors, l'autre débilité made in Ukraine qui nous est offerte par les députés du conseil régional de Lvov, hein, décidément, ils en ont dégratiné là-bas. Alors, ces charmants députés ont voté pour changer le nom de la Russie en Moscovie. Voilà, hein, donc 59 députés qui ont soutenu cette débilité, hein, une résolution visant à faire appel à la Rada et à Zelensky pour pousser cette initiative au niveau national. Hein, voilà, donc ces députés sont convaincus que le changement de nom de la Russie est nécessaire pour, je cite, rétablir la justice historique. Alors il y a un des députés qui a qualifié ce document de fondamental, de super important. Bon, les autres se sont bidonnés, ce qui est tout à fait logique, parce que les enfants, c'est pas l'Ukraine qui peut décider de comment s'appelle un autre pays. Hein. Il n'y a que la Russie, via une décision de la Douma, validée par le président, qui pourrait décider de changer son nom. Hein, c'est pas les députés de la Rada, ni Zelensky, et encore moins les députés du conseil régional de Lvov qui peuvent décider de changer de nom d'un autre pays. Non. Non. Oh là là. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vous le dis, là, on atteint un niveau de débilisme absolument stratosphérique. J'espère qu'ils vont s'arrêter là, parce que non, c'est plus possible. Arrêtez de creuser, vous allez finir au niveau du noyau terrestre, là. Non, là, faut arrêter. Faut arrêter. Stop. Là, voilà. Non, je peux plus, là. Voilà. Donc c'est ça la situation. Donc je pense qu'on va rester sur un espèce de statu quo jusqu'à la fin de l'année, le temps que les autorités ukrainiennes réfléchissent à leur plan, hein, pour essayer de déclencher une guerre avec juste leurs bites et leurs couteaux. Mais oui, je pense qu'en janvier, ils auront eu le temps de revoir leur plan et de nous concocter de nouvelles provocations, comme ce qu'ils ont fait là, près du détroit de Kerch. Mais potentiellement ici dans le Donbass, et je pense que ça n'exclura pas le fait qu'ils vont continuer les bombardements contre les zones civiles ou les actes terroristes, hein, comme là, cette charge explosive larguée près d'un arrêt de bus à Trudovski.
Donc, situation à suivre. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier rapport de situation de l'année 2021. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.